Bonjour à tous, Florian Beauvais, Société WatchGuard. Merci d'être présent donc, pour ce webinaire qui va traiter des nouveautés. Juste avant de débuter, je voudrais juste m'assurer que vous m'entendez et que vous voyez bien mon écran. Bon, a priori, vous m'entendez. Juste m'assurer que l'écran est bien visible. Ok, parfait, merci beaucoup. Donc, webinaire qui va traiter donc des nouveautés. On va faire un petit retour en arrière puisqu'on va les nouveautés de la version 11.11 à la version 11.11.4. Donc on va voir les différentes nouveautés. Bien évidemment, j'ai pas pris toutes les nouveautés parce qu'il y en a quand même un paquet. J'ai juste pris les plus importantes. Donc on va débuter cette présentation donc avec la partie agenda. Donc nouvelle fonctionnalité de la 11.11. On va voir donc les différents modules tels que la partie Network Visibility, la partie Mobile Security, la partie Botnet, l'utilisation également des proxys explicites. On va voir également tout ce qui était Google Apps Domain, la partie multi-hotspot avec les différents portails que l'on peut avoir dès lors qu'on met en place l'authentification via hotspot pour les réseaux Wi-Fi type guest, la partie BOVPN avec les interfaces virtuelles, la partie RSSO et également les améliorations. On va voir, donc ça c'est les nouveautés de la version 11.11, on verra également ce qui a été modifié dans la 11.11.1 avec les modifications des actions request et réponse sur tout ce qui est partie HTTP. Donc en gros, c'est vraiment une simplification pour vous dans le déploiement. On verra également le CSLv2. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu une problématique par rapport au CSLv2 suite à la mise à jour. On verra également une petite amélioration concernant la gestion des mots de passe dès lors que vos boîtiers sont gérés au travers d'un management server. Et on verra également tout ce qui est statistique concernant la partie application control. On continuera avec la partie 11.11.2, donc avec le support de l'IKE V2. On verra également l'ajout de la fonctionnalité de portail de certificats. Dès lors que l'on met en place le déchiffrement HTTPS, on a un nouveau moyen maintenant, une nouvelle façon de récupérer le certificat. Et on verra également la partie Wi-Fi, notamment la partie Wi-Fi Cloud. Okay. Les fonctionnalités ensuite de la 11.11.4 avec l'ajout de la partie Firebox T70, donc un nouveau boîtier qui est sorti il y a quelques jours. On verra également la partie PFS dans tout ce qui est SMTP et quelques améliorations également de la 11.11.4. Enfin, on fera un focus rapide sur la partie dimension, dimension 2.1, avec les rapports d'audit, la partie anonymisation et également les nouveaux rapports et dashboards concernant les subscription services. Okay. Donc c'est un webinaire qui va faire environ une cinquantaine de minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'ai le panneau des questions juste à côté de moi, donc j'essaierai d'y répondre au fil de l'eau. Premier chapitre de cette présentation-là, la partie Fireware 11.11. Dedans, Network Visibility. Alors, je ne sais pas si vous avez des clients ou si vous-même vous avez mis à jour les boîtiers de vos clients en 11.11. Vous avez cette nouvelle fonctionnalité qui est la partie Network Visibility qui permet d'effectuer des scans du réseau. Quand on parle de scan de réseau, c'est possibilité de faire un scan soit au travers d'une adresse IP, soit au travers d'une interface physique ou au travers d'une interface virtuelle. On a deux modes dans la partie Network Visibility, à la fois des tâches de scan programmées ou des tâches de scan manuelles. Derrière, une fois que les scans sont effectués, on a une organisation des résultats par interface ou par réseau. Lors des scans, qu'est-ce que l'on récupère comme information? Tout ce qui est adresse IP, tout ce qui est hostname, nom d'équipement, la partie MAC adresse, la partie operating system et les différents services, les ports ouverts, et si vous avez la licence Mobile Security, on va récupérer des informations par rapport aux équipements mobiles et surtout au statut de ces équipements-là. Donc, un petit exemple de l'interface. Donc, vous avez ici l'interface Network Visibility avec possibilité donc de faire un scan. Ici, faire un scan sur une ou plusieurs interfaces. C'est un scan programmé qui a lieu le dimanche à 1h du matin. Derrière, voici les résultats que j'ai. Donc, par VLAN, j'ai 4 VLAN, le VLAN 18, le VLAN 30, le VLAN 15 et le VLAN 10. Et par exemple, si je fais un focus sur le VLAN 15, je récupère la machine MBPFBWG et derrière, je récupère donc ces informations-là. À la fois le détail, avec l'adresse IP, la MAC adresse, la version, savoir quand est-ce qu'elle a été détectée, mais également les ports scannés. C'est-à-dire les ports qui sont scannés et les ports qui sont ouverts sur la machine. Donc ça, c'est la notion de Network Discovery, donc fonctionnalité qui a été ajoutée en version 11.11. Derrière, on a quelques limitations actuellement sur la partie Network Visibility.
on ne passe pas le NAT, on remonte bien évidemment les OS les plus connus, donc si on a des OS qui sont un petit peu exotiques, je pense notamment à certains Linux, certaines versions de Linux, on aura uniquement la partie Linux. Les host-names et type d'équipe, ça fait qu'on avait 2-3 remontées qui n'étaient pas exactes, et on a également une limite au niveau des sous-réseaux. Donc le /24/16 c'est supporté, par contre on ne supporte pas le /8. Il faut également savoir qu'il y a une grosse différence et qui peut avoir du sens et qui est peut-être importante pour vous, c'est entre un scan programmé et un scan manuel. Dans le scan programmé, je ne peux pas limiter le sous-réseau. C'est-à-dire que je vais faire un scan sur une interface ou un VLAN, il va scanner tout ce qu'il y a sur cette interface-là ou ce VLAN-là. Il passera même également le réseau MPLS, alors qu'en scan manuel, je peux limiter. Okay. Cette fonctionnalité Network Visibility est dispo uniquement sur les boîtiers de la gamme T, de la gamme M et également les XTM V. Donc les anciens XTM ne supportent pas et n'ont pas cette fonctionnalité Network Visibility intégrée. Okay. C'est également une fonctionnalité qui est soumise à licence en fonction du boîtier. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier point-là? J'ai une question ici. Fonctionne si le firewall Windows est désactivé. Oui, il faut en effet que la partie Windows Firewall soit désactivée. La partie Mobile Security. Mobile Security, pareil, nouvelle fonctionnalité qui a été intégrée dans la version 11.11. En gros, quel est le but de cette fonctionnalité? C'est d'augmenter, d'étendre un petit peu la sécurité aux terminaux mobiles. Alors quand on parle de terminaux mobiles, ça peut être du smartphone ou ça peut être de la tablette. Ça peut être du smartphone ou de la tablette qui sont sous Android ou sous iOS. Mobile Security est une fonctionnalité qui est soumise à licence qui se cote à l'utilisateur, d'accord? Donc pas forcément au nombre d'équipements. Donc un utilisateur qu'il ait un équipement ou qu'il en ait 4, ça sera une licence. Derrière, comment ça fonctionne? Je veux par exemple autoriser l'accès à mon réseau pour les équipements sous Android seulement s'ils ont telle ou telle version, seulement si l'équipement n'est pas jailbreaké, enfin n'est pas routé en l'occurrence, et savoir si j'ai pas un malware qui traîne sur mon Android. D'accord? Pour ça, on s'appuie sur une application qui est Fire Client. Fire Client qui est une application disponible sur les différents stores Apple et Google gratuitement. Comment ça fonctionne derrière? L'activation donc du coup de la partie Mobile Security. Donc on choisit sur quelle interface je veux activer ma notion de Mobile Security. Derrière, l'équipement va essayer de se connecter au réseau. Je vais sur mon équipement exécuter mon application Fire Client. Et derrière, en fonction de l'état de mon équipement, j'aurai accès ou non au réseau. D'accord? Donc je vais clairement voir soit dans ma partie Fire, console web, soit dans mon dimension, pourquoi tel ou tel équipement n'a pas pu accéder au réseau. Donc la partie configuration, donc on a différentes phases de configuration, la partie enforcement, donc est l'activation, la partie device compliance, la partie device protection et la partie agreement. Donc la partie enforcement, c'est quand activer et sur quelle interface activer la partie mobile security. Donc là, en l'occurrence, je l'ai activé sur n'importe quelle interface de type optionnel et également sur mon VLAN 15 qui correspond à mon VLAN guest. D'accord? J'ai possibilité en plus de créer différentes exceptions. Derrière, pour tout ce qui est Android, donc je veux que mon équipement soit sous Android version 5.x. Je veux que mon équipement ne soit pas routé, qu'il ne soit pas en mode USB debugging et enfin qu'il ne contienne pas d'application non signée ou provenant de sources inconnues. Et je veux également que mon Android n'ait pas de malware ou d'adware riskware. D'accord? Donc ça, c'est une fonctionnalité que l'on a sur Android, mais qu'on n'aura pas forcément sur iOS. Justement, pour iOS, je peux faire une version compliant par rapport aux versions d'iOS. Donc version 8, version 9, maintenant version 10. Et également savoir si mon équipement est jailbreaké ou non. S'il est jailbreaké, je ne veux pas qu'il accède à mon réseau. Okay. Derrière, je peux également avoir ce qu'on appelle la partie protection. Je vais être capable de monitorer à la fois les installations d'applications, mais également les fichiers d'installation. Et enfin, la partie agreement, c'est en gros les conditions d'utilisation que vous allez montrer lorsque les utilisateurs veulent se connecter à votre réseau et qui doivent valider l'utilisation du Fire Client. D'accord? Donc Mobile Security, nouvelle fonctionnalité donc également de la 11.11, soumis à licence, donc licence à l'utilisateur, et dispo également uniquement sur la gamme T, la gamme M et l'XTMV.
Autre grosse nouveauté de la version 11.11, c'est la partie botnet. Détection de botnet, botnet detection. Donc juste avant, rappel, qu'est-ce qu'un botnet? Déjà, botnet, c'est la contraction du mot robot et du mot network. Ok, donc la définition du botnet donnée par Wikipédia, un botnet est un réseau de bots informatiques, de programmes connectés qui communiquent avec d'autres programmes similaires pour l'exécution de certaines tâches. En gros, c'est un ensemble de machines qui sont dans un réseau parallèle. Donc, certaines personnes ont la main sur votre machine pour effectuer différentes tâches. Les différentes tâches que l'on va avoir, c'est l'attaque du daily service, c'est l'envoi de spam et de virus, mais également tout ce qui va être vol d'informations. Okay. La plus connue, c'est la partie déni de service. Je pense que vous avez tous entendu parler de Anonymous. Anonymous, quand ils décident de faire tomber un site web, que ce soit un site web français ou étranger, ils font des attaques par déni de service, c'est-à-dire qu'ils prennent la main sur plusieurs millions de machines, et ils demandent à ces plusieurs millions de machines d'envoyer des requêtes, un certain nombre de requêtes vers un site. Mais le site web ne supportant pas la charge, à un moment ou à un autre, il s'écroule, il tombe. Okay, donc ça, c'est des attaques par déni de service au travers d'un botnet. On a intégré cette fonction-là dans la version 11.11, donc c'est une fonctionnalité qui est soumise à licence, mais la licence est comprise dans la licence de réputation. Donc aujourd'hui, si vous avez un Security Suite, si vous avez un Basic Security, ou si encore mieux, vous avez un Total Security, vous avez automatiquement cette licence. D'accord. On a également possibilité de faire une comparaison entre guillemets entre la partie botnet et la partie web blocker. Je ne sais pas aujourd'hui si vous avez été fouillé un peu dans le web blocker, mais dans le web blocker, vous avez des catégories qui s'appellent Command and Control ou Botnet Activity. D'accord. Le fait d'activer et de bloquer ces catégories d'URL va uniquement, j'ai envie de dire, bloquer les requêtes provenant d'une IP de votre réseau à destination d'une URL qui serait catégorisée dans ces catégories-là. Alors que le botnet, lui, va faire une analyse systématique, adresse IP source, adresse IP de destination sur chaque flux. Et il va vérifier que les adresses IP source et ou de destination n'appartiennent pas à une liste de botnet. Pour ça, on s'appuie sur les listes Kaspersky et comme je vous disais, licence incluse avec la partie réputation. Par défaut, le botnet est activé. Donc dès lors que vous mettez votre boîtier en version 11.11, automatiquement, le botnet est activé. On a possibilité, bien évidemment, de créer des exceptions. D'accord. Donc là, vous avez une capture d'écran du Policy Manager ou de la console web. Pas de limitation là-dessus, donc sur les XTM, les anciennes versions XTM, gamme M, gamme T et XTMV, cette fonctionnalité est supportée. On a également derrière tout ce qui est remonté, tout ce qui est statistique. Donc vous allez voir au travers de votre Policy Manager, votre Firebox System Manager, le nombre d'IP qui ont été scannés. Donc là, en l'occurrence, je vois dans mon réseau, j'ai 167 139 IP sources qui ont été scannés, et sur ces 167 139 IP sources, j'ai une adresse IP qui a été bloquée, parce que j'ai une requête provenant d'une adresse IP qui appartenait à un réseau de botnet. Donc j'ai soit les informations côté Firebox System Manager, soit les informations sur la console web. Proxy explicite. Donc ça, c'est une nouveauté également qui est apparue en version 11.11. C'était une fonctionnalité qui nous était quand même relativement demandée. Juste avant de rentrer dans le détail, je veux juste te rappeler un petit basique. Quelle est la différence entre un proxy transparent et un proxy explicite? Jusqu'à maintenant, tous ceux qui travaillaient avec WatchGuard étaient habitués au proxy transparent. C'est-à-dire que le flux était automatiquement proxifié au travers de votre boîtier WatchGuard. Vous n'aviez pas de modification d'architecture à faire ou quoi que ce soit. Un flux FTP, un flux HTTP, un flux HTTPS, SMTP était proxifié, c'est-à-dire qu'on faisait une analyse source, destination, port, protocole, mais on allait également en profondeur dans le flux pour pouvoir analyser avec de l'antivirus, avec des types de contenus, avec la partie APT blocker ou autre. D'accord. Donc ça c'était la partie proxy transparence, donc c'était ce qui était connu chez WatchGuard. On a intégré la partie proxy explicite. Le proxy explicite nous permet d'utiliser le boîtier WatchGuard comme une solution de filtrage pur. Qui ne serait pas forcément le firewall, qui ne serait pas la passerelle par défaut. Donc, par exemple, un flux provenant d'un utilisateur va être dirigé vers le firewall et qui va taper, lui, sur le proxy. Le proxy va permettre d'analyser la trame et derrière renverra le trafic pour acceptation ou non vers l'URL requêtée. Okay. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la philosophie que l'on a chez WatchGuard aujourd'hui, c'est que cette architecture de proxy explicite avec un boîtier WatchGuard doit être utilisé uniquement lors d'une phase de remplacement. Pour moi, il n'y a pas de grand intérêt à déployer un WatchGuard en proxy explicite. Par contre, le WatchGuard peut remplacer un proxy explicite existant. Donc dès lors qu'on a du Squid, du Bluecode, du WebSense, enfin du ForcePoint, le FEO, des choses dans le genre, on peut
remplacer le boîtier existant par WatchGuard et du coup on sera à ISO architecture. Okay. Donc par défaut, on a maintenant un nouveau proxy, donc une règle de proxy qui s'appelle proxy explicite et qui nous permet justement de mettre en place un certain nombre de paramétrages. D'accord. Donc là je vois la partie HTTP FTP, mais également je peux mettre en place l'APT blocker sur mon proxy explicite. Autre nouveauté, la partie Google Apps Domain. Pour ceux qui ont installé la version 11.11 ou supérieure, vous avez peut-être remarqué que dans les proxys HTTPS, on avait une nouvelle disposition, une nouvelle case à cocher. En gros, la partie Google Apps Domain nous permet de limiter le flux vers les applications Google. Je m'explique. On a de plus en plus de clients aujourd'hui qui utilisent Google comme fournisseur de services, que ce soit pour la messagerie, que ce soit pour le calendrier partagé ou pour tout outil collaboratif. On sait également que l'on a pas mal d'utilisateurs sur le réseau qui utilisent leur poste de travail ou qui utilisent l'accès depuis le réseau vers leur messagerie personnelle, Gmail ou autre. D'accord. Donc tous les services Google, Google Drive, des choses dans le genre, pour notamment tout ce qui pourrait être la fuite de données, des choses dans le genre. Avec cette fonctionnalité de Google Apps Domain, j'ai la possibilité de limiter l'accès aux ressources Google au travers d'une seule et même URL. Je m'explique ici avec la petite capture d'écran. Par exemple, vous avez un service Google, vous avez une URL par rapport à ce service pour y accéder. Et bien, je peux très bien dire que dans mon proxy HTTPS, seules les requêtes vers cette URL-là seront autorisées. Donc, par exemple, je pourrais très bien savoir un service WatchGuard, enfin Google pour WatchGuard, qui serait watchguard.google.com, qui contiendrait ma messagerie, qui contiendrait mon drive, qui contiendrait mon calendrier partagé ou autre. Et par conséquent, le fait d'activer le filtrage sur cette URL-là bloquera automatiquement l'accès vers Gmail et par conséquent vers ma boîte mail Google personnelle. Donc c'est une petite fonctionnalité qui a été intégrée qui permet de limiter notamment l'utilisation de Google à des fins personnelles. Derrière, ça peut être chronophage, ça peut être également consommateur de bande passante. Donc voilà, donc c'est une nouveauté qui a été ajoutée dans le proxy HTTPS. Bien évidemment, pour mettre ça en place, il faut mettre en place automatiquement le déchiffrement HTTPS. Okay. Autre point, le multi-hotspot. Ça, c'est une fonctionnalité qui nous était quand même pas mal demandée. Jusqu'à présent, on était limité à un hotspot par boîtier. Donc, le hotspot, on pouvait avoir un seul hotspot qui pouvait être activé sur une ou plusieurs interfaces, que ce soit des interfaces physiques ou des VLAN, mais c'était le même hotspot. On a eu des cas et des demandes clients concrètes, par exemple un client qui est dans l'hôtellerie, qui voulait un hotspot avec une authentification login plus mot de passe pour l'utilisation d'Internet au travers du Wi-Fi dans les chambres, mais par contre qui voulait un hotspot différent pour les utilisateurs qui étaient là en réunion ou en séminaire, et également pour ceux qui se connectaient au restaurant. D'accord. Donc ils voulaient vraiment 3 types de hotspots avec 3 types d'authentification différentes. Jusqu'à la version 11.11, c'était pas possible. Maintenant, on a possibilité de créer plusieurs hotspots que l'on va poser sur des interfaces physiques ou des VLAN différents, et on peut également définir différents types d'authentification pour ces hotspots. Que ce soit de la connexion sans authentification, avec la simple acceptation des termes et conditions, ou justement une connexion avec authentification, soit login mot de passe, soit mot de passe uniquement, ou on peut également s'appuyer sur un service externe pour la partie authentif. Donc là, en l'occurrence, j'ai un hotspot qui est créé, et je peux poser ce hotspot-là sur une ou plusieurs interfaces, et je peux également créer d'autres hotspots et les poser sur mes autres interfaces. Je ne sais pas si de votre côté vous utilisez cette partie hotspot ou pas. Bien évidemment, qui dit hotspot d'ailleurs dit génération de tickets au travers de l'interface spécifique et autres. Okay. Pas de questions sur ces différents modules? C'est clair pour tout le monde? Surtout s'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein, si vous voulez que je revienne sur des choses ou autres, n'hésitez pas. Ok, on continue. Autre nouveauté, la partie BOVPN Interoperability. Jusqu'à maintenant, on était capable de mettre en place la notion de BOVPN Virtual Interface, donc faire du routage dynamique entre boîtiers WatchGuard, mais c'était limité entre boîtiers WatchGuard. On a ouvert l'interopérabilité à d'autres constructeurs, notamment la partie Cisco et la partie Fortinet. Donc on a la possibilité de faire du routage à la fois statique et dynamique au travers d'une virtual interface. L'avantage d'utiliser une virtual interface, c'est que ça nous permet d'utiliser par exemple 2 connexions Internet simultanées dans un tunnel VPN.
Jusqu'à maintenant, on pouvait faire du VPN avec une seule interface up et une interface qui était une interface de backup. Donc s'il y avait deux liens WAN, maintenant je peux utiliser mes deux liens WAN simultanément. Okay. Par rapport à ça, pour tout ce qui va être routage dynamique vers donc une appliance tierce, que ce soit du Cisco ou du Forti, on s'appuie sur une interface virtuelle, ce qu'on appelle la peer IP. Okay. Si vous avez besoin de plus d'infos là-dessus, n'hésitez pas à revenir vers moi. Il y a également des liens dans l'AKB pour savoir comment ça se met en place. Par rapport à ça, on supporte aujourd'hui la partie Cisco et Fortinet puisqu'on s'appuie sur le GRE. Okay. Pour l'instant, on ne supporte pas du Sonico, on ne supporte pas le Palo, on ne supporte pas l'Amazon WS et on ne supporte pas Azure. Juste petite parenthèse sur Azure, la nouvelle version 11.12 qui est rentrée en bêta il y a quelques jours offre cette fonctionnalité-là. C'est-à-dire que si vous avez des clients qui ont des machines hébergées sur Azure, on pourra mettre en place cette notion de BOVPN avec Virtual Interface et routage dynamique vers Azure. Donc c'est prévu et ça arrive très prochainement. Autre nouveauté qui est quand même relativement spécifique, la partie Radius SSO. Je ne sais pas comment aujourd'hui vous gérez l'authentification de vos utilisateurs sur les bornes Wi-Fi. Est-ce que c'est une simple authentification via une clé, une pré-shard key, ou si vous passiez par l'authentification 802.x, donc au travers d'un serveur Radius. Jusqu'à maintenant, si vous utilisiez l'authentification via un serveur Radius, une fois l'utilisateur authentifié sur le Radius, ce même utilisateur-là devait se réauthentifier au niveau du WatchGuard pour accéder à Internet. Dès lors, bien évidemment, que vous avez mis en place l'authentification pour accéder à Internet. Avec la version 11.11 et les versions supérieures, on a ce qu'on appelle la notion de SSO, de Single Sign-On. C'est-à-dire qu'une fois que l'utilisateur sera connecté au travers du serveur Radius, la session sera automatiquement ouverte au niveau du boîtier WatchGuard. Et par conséquent, l'utilisateur n'aura pas besoin de se réauthentifier. Les cibles que l'on a pour cette notion de RSSO, c'est soit l'utilisateur Wi-Fi, bien évidemment, comme je viens de vous le dire, mais également l'utilisateur filaire. Dès lors que l'utilisateur se connecte au travers d'un switch sur lequel on a activé justement le 802.1x et la notion de NAC, derrière, le RSSO a tout son sens. Alors comment ça fonctionne? Donc, comme je vous disais, un utilisateur par exemple qui se connecte au réseau Wi-Fi, on va lui demander un login et un mot de passe. Pour ça, on va taper dans le serveur Radius pour savoir si la combinaison de login et mot de passe est bonne. Et derrière, si c'est OK, donc l'utilisateur se connectera au Wi-Fi et automatiquement les informations, ce qu'on appelle les informations d'accounting, seront envoyées au boîtier WatchGuard. Et le boîtier WatchGuard ouvrira automatiquement une session pour cet utilisateur Radius. La mise en place est relativement simple, puisque vous avez une notion d'authentification et la partie SSO Radius qui a été ajoutée, où vous devez renseigner les paramètres et les informations de votre serveur Radius. Les améliorations dans cette version 11.11. Première amélioration, c'est au niveau de la PT Blocker. On a rajouté un niveau de détection, le niveau clean. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas forcément d'informations par rapport aux fichiers qui étaient envoyés chez la slime, mais qui nous revenaient avec un état clean. Le fait maintenant d'avoir ce niveau-là et surtout d'activer ici la journalisation, la partie log sur les cleans, nous permet de voir le nombre de fichiers qui seraient partis chez la slime et qui seraient revenus avec un statut clean. D'accord. On a également, toujours pour la PT Blocker, le support de nouveaux types de fichiers, que ce soit les .pp ou les .dmg pour les fichiers de type Apple, ou également les formats de compression RAR et 7-zip. Donc, ces nouveaux formats de fichiers sont supportés maintenant par la PT Blocker pour qu'ils puissent, le cas échéant, être envoyés chez la slime pour l'analyse et l'exécution. Autre nouveauté également, la partie Gateway Wireless Controller. La partie Gateway Wireless Controller nous permet de pouvoir déployer un certain nombre de bornes depuis une borne déjà déployée. Okay, donc en gros, vous avez déjà une borne WatchGuard qui est déployée. Derrière, vous, votre client souhaite 4, 5, 6, 7 bornes ou plus supplémentaires, plutôt que de repasser chaque borne sur votre boîtier WatchGuard pour la partie ajout, validation et autres. Je peux définir un SSID qui va me permettre de faire du déploiement. Okay. Donc par rapport à ça, ici par exemple, je choisis et je crée un SSID d'auto-deploy et je dis que ce SSID-là permet de faire de l'autodéploiement. Donc dès lors que les bornes seront connectées au réseau, elles vont broadcaster, elles vont remonter au niveau du boîtier WatchGuard et le boîtier WatchGuard va voir qu'il y a une notion d'auto-deploy qui est activée et par conséquent renverra les informations de connexion
aux nouvelles bornes pour se connecter au SSID d'auto-déploiement. Et du coup, derrière, tout ce qui sera paramétrage réseau, VLAN d'administration, adresse IP, ou tout ce qui est également ce qui sera sécurité SSID, sera automatiquement diffusé et les bornes seront déployées au travers d'une connexion Wi-Fi. Donc pareil, ce besoin-là, je pense, s'adresse plus à des déploiements de masse en termes de Wi-Fi. Est-ce que vous avez des questions sur cette version 11.11? On a fait le tour des fonctions primaires. Pas de questions? Okay. Alors, on bascule sur la version 11.11.1. Donc, version 11.11.1 avec donc, une mise à jour plutôt mineure avec quelques modifications. Je ne sais pas si vous aviez été confronté à des problèmes d'affichage sur des pages web ou du contenu de web qui ne s'affichait pas. Notamment parce que la notion de request ou response HTTP, vous aviez une action à strip et par conséquent certains headers ou autres étaient supprimés. Okay. Pour pallier ça, on a maintenant basculé les actions à hello. C'est-à-dire que ça matche ou que ça ne matche pas, par défaut, tout ce qui va être header est automatiquement autorisé. D'accord. Donc par conséquent, vous ne devriez plus rencontrer un problème d'affichage de page, de contenu qui ne se charge pas correctement ou autre. D'accord. Pourquoi on a basculé ça? Parce qu'on se rend compte que maintenant il y a tellement de possibilités de développer un site avec différents composants qu'il nous serait très compliqué de maintenir à jour cette liste et que par conséquent, si on se base sur une règle proxy derrière où on dit que tel ou tel type de contenu doit matcher pour pouvoir être autorisé, derrière cette liste, si vous voulez, elle serait trop compliquée à maintenir à jour et on aurait trop d'effets de bord. Donc maintenant, le filtrage basé sur les headers dans les actions points standards est automatiquement autorisé. D'accord. Donc ça, c'est une chose à savoir maintenant quand vous allez mettre en place une version 11.11.1 ou supérieure, que les actions ici sont autorisées sur les actions proxy point standard. Okay. SSLv2. Je ne sais pas si vous avez des effets de bord par rapport à ça. Le SSLv2 a été supprimé en version 11.11.1 dans les proxys HTTPS et SMTP. Pourquoi le SSLv2 a été supprimé? Tout simplement parce que c'était un protocole ancien. Et qui dit ancien dit plus forcément de mise à jour, dit plus forcément de maintenance, et par conséquent derrière des failles de sécurité. Donc plutôt que d'utiliser ou d'autoriser un proxy, enfin un protocole vieillissant avec des failles de sécu, on a décidé de ne plus le supporter. Donc dans tout ce qui est version 11.11.1 et supérieur, le SSLv2 a été supprimé. D'accord. Alors attention potentiellement aux effets de bord. Je sais que Microsoft utilise encore du SSLv2 pour certains services. Donc si vous voyez dans les logs que le SSLv2 est utilisé pour autoriser ce type de service-là, il va falloir sortir le flux et le mettre dans un paquet de filter ou utiliser une action de proxy sans déchiffrement derrière. D'accord. On va le voir sur la 11.11.2. Autre fonctionnalité qui a été ajoutée, c'est la possibilité de voir les mots de passe des boîtiers enregistrés et gérés dans le serveur. Jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas avoir cette information-là. Donc une fois que le management server était, une fois que le boîtier était enregistré en management server, il était enregistré très bien, mais vous n'aviez pas la possibilité de voir les logins, les mots de passe, que ce soit mot de passe de lecture ou d'écriture. D'accord. Donc si vous aviez besoin de déplacer le boîtier, de le remplacer, ou de faire des informations en se connectant directement dessus, c'était pas possible. Donc pour ça, dans la version 11.11.1 et notamment dans le WatchGuard System Manager, donc le WSM avec le Role Management Server, on a rajouté ici une notion de show pass phrase. Le fait de cocher cette case show pass phrase derrière vous permet de récupérer le mot de passe de lecture et le mot de passe d'écriture, donc le status et le configuration pass phrase. Du coup, ça engendre la nécessité de ne donner l'accès au management server qu'aux personnes qui en ont réellement besoin. Parce que par conséquent, quelqu'un qui peut se connecter au management server maintenant peut récupérer les mots de passe. Je vous rappelle que sur le management server, on a la possibilité de mettre en place différents droits pour différents utilisateurs, d'accord, et qu'on a la possibilité de mettre en place la partie role-based administration, c'est-à-dire que tel utilisateur, que ce soit un utilisateur local via Annuaire, Active Directory, Radius ou autre, peut se connecter, mais par contre ne peut avoir que l'accès en lecture, d'accord. Donc pensez bien du coup à peut-être à mettre ça en place ou d'avoir des politiques qui sont un petit peu plus restrictives pour les accès au management server. Les statistiques par rapport au contrôle applicatif. On n'avait pas forcément beaucoup de remontées d'infos par rapport au contrôle applicatif.
maintenant, avec la version 11.1, on récupère le nombre de signatures applicatives installées, la date, bien évidemment, de la dernière mise à jour, la dernière version de signature disponible, savoir s'il y a un delta entre la version installée et la version disponible, le nombre de scans qui ont été effectués, et dans le nombre de scans effectués, savoir si des applications ont été détectées et si des applications ont été bloquées. Ces informations-là ne sont pour le moment disponibles que sur le Firebox System Manager ou que sur la console web et sont stockées en mémoire, dans la mémoire flash du boîtier. Donc, qui dit stockage dans la mémoire flash, dit en cas de redémarrage de boîtier, on perd ces statistiques-là. Donc, c'est important à prendre en compte. Donc ici, une capture d'écran côté Firebox System Manager et une capture d'écran côté console web, d'accord, où j'ai les statistiques par rapport au contrôle applicatif. Des questions sur cette version 11.11.1, est-ce que vous l'avez passé? Est-ce que vous êtes passé automatiquement à la 11.11.2 ou à la 11.11.4? Est-ce que vous avez été confronté à l'effet de bord du SSL V2? Alors oui, vous avez été confronté ou oui, vous l'avez passé, ouais, notamment pour Microsoft. Donc je suppose que vous faites partie des personnes d'ailleurs qui ont été impactées par la suppression du SSL V2. Enfin, donc c'est une chose à savoir, mais ce serait bien aussi que Microsoft arrête d'utiliser ce protocole-là. Ça va être un peu plus compliqué à faire entendre. Ah d'accord, c'est annoncé pour la fin de l'année, la fin du support du SSL V2 chez Microsoft. Ok. Bon, bah, je vous avais pas l'information, donc merci pour l'info. Autre point, la partie 11.11.2. Première fonctionnalité ajoutée, le support de l'IKE V2. La partie donc IKE V2 qui a été ajoutée donc en 11.11.2. Jusqu'à maintenant, on supportait l'IKE V1 pour les connexions VPN IPsec, que ce soit en IPsec site à site ou en IPsec mobile. On a intégré du coup l'IKE V2. Alors l'IKE V2, bien évidemment, comme son nom l'indique, c'est la version 2 du protocole IKE, d'accord, donc Internet Key Exchange, qui est utilisé durant la phase de négociation des tunnels VPN. Nouvelle procédure de négociation par rapport à l'IKE V2, on s'appuie sur les mêmes ports. Donc, si vous avez des équipements en amont qui font du routage, qui font du filtrage ou autre, ne vous inquiétez pas, c'est les mêmes ports, à savoir 500 et 4005. Par contre, on n'a pas de rétrocompatibilité avec l'IKE V1. C'est pas parce que mon équipement fait du V2 qu'automatiquement il saura basculer en V1 si en face j'ai un équipement qui est en V1. D'accord? Il faut vraiment que les deux côtés soient dans la même version que l'IKE. Par contre, on peut bien évidemment, si vous avez plusieurs tunnels VPN montés entre différents sites distants, on peut avoir des tunnels en V1 et des tunnels en V2. D'accord? Et encore une fois, bien penser à utiliser la même version d'IKE entre les deux boîtiers, que ce soit des vieux boîtiers WatchGuard ou autres. Le support, aujourd'hui l'IKE V2 est supporté donc au travers de la version 11.11.2 pour les BOVPN, donc BOVPN, Branch Office VPN, donc VPN site à site en manuel, mais également pour la partie BOVPN Virtual Interface. D'accord. Pour l'instant, le KV2 n'est pas supporté pour les BOVPN qui sont gérés et mis en place au travers du management server. Vous savez, le fameux glisser-déplacer qui vous permet de mettre en place un tunnel VPN entre deux boîtiers, et également pour la partie mobile VPN IPsec. Comment ça se définit? Bah, tout simplement, dans la définition de la gateway, on choisit la version IKE dans le menu déroulant, donc IKE V1 ou IKE V2. Portail de certificat. Je ne sais pas si vous avez mis en place le déchiffrement HTTPS. Qui dit déchiffrement HTTPS dit derrière automatiquement nécessité de déployer le certificat du boîtier ou autre certificat si vous avez apporté un certificat dans le boîtier sur les postes clients. Donc, si vous n'avez pas mis en place le certificat, vous avez le fameux warning dès lors que vous avez tenté d'accéder à un site en HTTPS. Donc pour ça, il est nécessaire d'apporter le certificat du boîtier sur les postes clients. Okay. Jusqu'à maintenant, il fallait récupérer manuellement le certificat au travers du Firebox System Manager dans le magasin de certificats sur le boîtier. Il fallait l'exporter et par exemple le mettre dans une GPO pour qu'il soit déployé sur les postes utilisateurs. Okay. On a pour ça simplifié et enfin surtout offert un autre moyen de récupération du certificat, c'est au travers d'un portail.
Maintenant, dès lors que vous activez le portail, enfin le déchiffrement HTTPS sur votre boîtier, automatiquement, après validation de la règle, vous avez une nouvelle règle qui s'applique, qui s'ajoute, qui s'appelle la WatchGuard Certificate Portal. Cette règle-là autorise les connexions depuis une zone LAN ou Trusted ou autre à pouvoir se connecter sur le boîtier sur le port 4126 pour récupérer le certificat. Donc, par exemple, n'importe quel utilisateur du réseau peut accéder au boîtier, donc l'adresse IP du boîtier en HTTP, se connecter et récupérer le certificat. Donc l'adresse IP HTTP l'adresse interne 2.4126/cert portal, et il arrivera automatiquement sur ce portail-là et il pourra télécharger le certificat et l'installer localement sur sa machine. Donc ça offre une possibilité supplémentaire de déploiement de certificats autre que la partie GPO. Pas de questions sur cette version 11.11.2. Alors, question, j'ai un problème, juste un problème sur le trafic Skype qui a été bloqué, nécessite le passage en point proxy, TCP, UDP. Oui, parce que le Skype est également SSLv2 de mémoire. Lien directement depuis le warning. Non, pas lien vers le certificat de portal. C'est vraiment un lien à saisir manuellement. Par contre, vous pouvez très bien le mettre en page de démarrage ou autre si besoin. Autre grosse nouveauté de la version 11.11.2, c'est la notion d'AP Cloud. Jusqu'à maintenant, on avait trois types de bornes qui étaient des bornes gérées localement, les AP100, les AP300 et l'AP102 qui était une borne externe, et on vient d'ajouter à notre catalogue deux nouvelles bornes, les AP120 et 320 qui sont des bornes cloud. Quand je parle de bornes cloud, je parle de bornes qui sont gérées au travers d'une console cloud. Okay, donc aujourd'hui, les AP 120, 320, donc avec les différentes caractéristiques que vous voyez ici, que ce soit du 2x2 en MIMO pour l'AP 120 ou en 3.3 MIMO pour l'AP 320, supportent toutes les deux la norme AC. D'accord, sauf le mode de gestion. Le mode de gestion, du coup, on bascule soit au travers d'une console cloud, donc, bien évidemment, qui offre une console, une solution de management avancée pour la partie config, pour la sécu et pour le monitoring. Okay, on peut également gérer, si on veut, ces bornes-là, donc l'AP120, 320, localement, comme on gère une borne AP100, une AP300 ou une AP102. Maintenant, ça n'a aucun intérêt de prendre une AP locale, donc 120, enfin une AP Cloud 120, 320 et de la gérer localement, parce qu'on va perdre un certain nombre de fonctionnalités. Donc, en fonction du besoin, en fonction du projet de vos clients ou autres, et en fonction de la cible de vos clients, on bascule soit sur une AP gestion locale, soit sur une AP cloud. Pour plus d'informations sur ces AP cloud, on a fait un webinaire avec Pascal il y a quelques semaines, on l'a rejoué, je crois que c'est la semaine dernière ou il y a une dizaine de jours, qui est dédié totalement à la partie Wi-Fi, donc avec une partie présentation pour savoir à quoi correspond chaque bande, ce qu'on peut faire et surtout ce qui est nouveau dans la P120, 320, et également une démo technique que j'ai effectuée pour mettre en place un certain nombre de choses, donc que ce soit un portail hotspot pour les gestions locales ou un portail avec authentification via réseau social, Facebook ou autre pour la partie cloud. Donc si vous avez besoin, vous pouvez m'envoyer un petit mail ou envoyer un mail à france@watchguard.com. Sinon, vous retrouvez également ces vidéos-là sur notre chaîne YouTube WatchGuard France. D'accord ? Justement, je vous parlais de perte de fonctionnalité dès lors qu'on basculait une AP 120-320 en gestion locale. Voici ici les différentes fonctionnalités que l'on perd. Donc la gestion des LED, la partie fast handover, la partie radio rate settings, la limite de client, le support des syslogs externes et également la partie DFS. Donc ça n'a pas trop d'intérêt de prendre une AP 120-320 pour une gestion locale. La partie 11.11.4. Donc là, c'est la dernière version aujourd'hui disponible, qui est sortie donc il y a quelques semaines. Bien évidemment, c'est une version qui est sortie pour le support du nouveau boîtier. Vous savez peut-être qu'on a un nouveau boîtier qui vient de sortir, qui est le T70. Le T70, en termes de positionnement, se place entre le T50 et le M200. Maintenant, il a des caractéristiques, il a des performances qui sont proches du M200, mais avec un nombre de clients supportés, de connexions supportées qui est un peu plus faible. D'accord ? Donc c'est pour ça que le placement est là. Maintenant, à qui se destine ce T70 ?
c'est clairement aux clients qui ont un lien fibre et qui ne veulent pas partir sur un T30 ou un T50 et par conséquent avoir une bande passante limitée alors que potentiellement derrière ils ont une bande passante de fibre. D'accord. Aujourd'hui, le T70, lorsque vous l'achetez, est livré avec une version 11.11.3. C'est une version non publique qui est chargée par défaut dans le boîtier. Par contre, je vous conseille et je vous recommande, et j'ai envie de dire même je vous oblige, même si je ne peux pas, à basculer vers la 11.11.4. D'accord. Si vous avez besoin de plus d'informations sur cette partie-là, on a des datasheets, je crois, sur le T70 où on a inclus sur le tarif du mois d'octobre la notion de T70 avec les différentes spécifications. Autre modification, nouveauté dans la 11.11.4, c'est la partie PFS, donc le Perfect Forward Secrecy. Déjà, qu'est-ce que c'est? C'est la confidentialité persistante. La partie PFS, c'est une propriété en crypto qui garantit, entre guillemets, que la découverte par un attaquant, un adversaire ou de la clé privée d'un correspondant ne compromet pas la confidentialité des communications passées. En gros, c'est du one-shot. Dès lors que la clé est utilisée, derrière, ce sera forcément une nouvelle clé qui sera utilisée. D'accord. Donc, je prends un exemple. Si on utilise le PFS, le client et le serveur négocient de nouveaux paramètres. Diffie-Hellman, c'est un paramètre que vous avez notamment sur la partie IPsec, pour chaque session. Donc du coup, il n'y a pas de réutilisation possible. Donc même si votre clé privée a été détectée une première fois, lors de la prochaine session, il ne s'agira pas de la même clé privée. D'accord. Donc le PFS, c'est une fonctionnalité qui a été intégrée en version 11.11.4, mais qui n'est pas supportée sur les T10, T30, T50 et sur les XTM 25, 26 et 33. Pardon, il y a une petite coquille dans la presse, c'est 33 à la fin. Alors, l'ajout du PFS, donc dans l'action de proxy SMTP ou dans l'action de proxy HTTPS. On a différentes actions possibles. Le non, on ne supporte pas le PFS. Le low, c'est-à-dire qu'on va autoriser le PFS ou non. Et le required, c'est-à-dire qu'il faut absolument que pour chaque session, on ait le PFS qui soit activé. D'accord. Alors quand on parle de PFS, il faut bien évidemment que le PFS soit activé des deux côtés. Donc la configuration du PFS dans la partie chiffrement SMTP, donc de TLS. Donc qu'est-ce que je fais pour le sender et pour le récipient. D'accord. Et la même chose pour la partie HTTPS proxy. C'est ici clairement une fonctionnalité pour augmenter encore un peu plus le niveau de sécurité sur nos boîtiers et surtout sur les communications et les connexions qu'il peut y avoir. La partie amélioration, première amélioration sur la partie proxy. Amélioration sur le proxy POP3. Jusqu'à maintenant, on n'était pas capable sur le proxy POP3 d'être capable d'aller vérifier le contenu des fichiers zip et gzip. Je prends un exemple tout bête, dans votre proxy POP, vous aviez demandé la suppression des fichiers .exe. Si on avait une pièce jointe avec un .exe présent dans un zip, jusqu'à la version 11.11.4, le fichier passait. Maintenant, on est capable d'aller examiner le contenu d'un fichier zip, à condition bien évidemment qu'il ne soit pas protégé par un mot de passe. D'accord. Donc aujourd'hui, un exe, un fichier JavaScript, un .sh ou autre dans un zip, on est capable de le détecter, on est capable de détecter tous les types de contenus qu'il y a dans le zip. Okay. Le SSLv2, donc par rapport aux effets de bord qu'il peut avoir, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure dans la 11.11.2 les modifications, mais qui allaient avoir un apport derrière. Dans la partie 11.11.4, on a fait une sorte de retour en arrière, si vous voulez. Donc de Firewall 11.11.4, l'HTTPS proxy autorise le SSLv2 à deux conditions. C'est-à-dire que pour que le SSLv2 soit supporté, il faut que la case Only SSL Compliant Traffic ne soit pas activée et que l'inspection ne soit pas activée. Donc en gros, vous mettez en place une règle de proxy HTTPS sans activer l'inspection, sans activer la partie Compliant Traffic. Par conséquent, le SSLv2 sera autorisé à transiter. D'accord. Donc si vous avez des problématiques de SSLv2, notamment comme c'est le cas ici avec du Skype ou autre, basculez en 11.11.4 et créez des règles HTTPS proxy pour ces flux-là sans inspecter le trafic. Autre nouveauté également, sur la partie AP. Sur les AP locales, j'ai maintenant un certain nombre d'actions possibles. Avant, c'était relativement limité. Maintenant, une AP qui est gérée par mon boîtier WatchGuard, j'ai possibilité d'avoir des actions. Des actions comme la partie reset, comme la partie reboot, comme la partie upgrade, redémarrer la partie Wi-Fi ou autre. D'accord. Donc ces actions sont bien évidemment disponibles soit au travers de la console web, soit au travers du Firebox System Manager et de l'onglet Gateway Wireless Controller. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie Fireware? On a vu 11.11, 11.11.1,
11.11.2 et 11.11.4. Pour la partie Skype, je crois que Microsoft a mis en place les différentes IP ou URL qui sont requêtées par Skype. L'autre fois, j'avais fait une recherche là-dessus, j'avais trouvé 2-3 informations qui me semblaient plutôt correctes. Lors d'une migration d'une version 11.10x vers une 11.11x, y a-t-il un script pour vérifier et lister les paramètres? Non. C'est une chose qu'il faut savoir et d'où l'intérêt de ces webinaires-là pour vous informer des modifications et les différents effets qu'il pourrait y avoir à effectuer une montée de version. Non. Alors, j'ai systématiquement le même problème lors des mises à jour distantes de mes XTM25. Erreur de la sauvegarde et mise à jour liée à une mémoire insuffisante. Cela nécessite le redémarrage du boîtier et de lancer l'opération rapidement, ce qui est très gênant. Ouais. Est-ce que vous avez essayé de mettre à jour, par exemple, vos boîtiers au travers d'une machine en interne? Si vous avez des boîtiers qui sont chargés, a priori c'est le cas puisque la mémoire est chargée, il n'est pas forcément recommandé de mettre à jour les boîtiers à distance. Il faut faire attention. Je préférerais passer par du local, au moins comme ça local vous pouvez faire en plus un backup ou autre. Mais sinon non, j'ai pas plus d'infos que ça à ce sujet. Pas possible car ils sont sur des sites isolés, c'est-à-dire que vous n'avez pas de machine derrière les boîtiers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour la mise à jour. D'accord. Il faut voir. Je ne sais pas si vous avez ouvert un ticket à ce sujet-là. Peut-être qu'au support, ils ont plus d'informations que moi là-dessus. Voir si au support, ouais, ils ont des informations, savoir si c'était éventuellement une chose qui aurait été corrigée dans une des versions. Après, vous pouvez me faire un petit mail. Faites-moi un petit mail à france@watchguard.com et je regarderai là-dessus. Dernière partie de cette présentation, c'est la partie dimension. Donc dimension, mais évidemment, chaque fois qu'on met à jour nos firmware, nos fireware, derrière, il est nécessaire de mettre à jour dimension. Parce qu'encore une fois, on a des nouvelles fonctionnalités, on a des nouveaux services, donc automatiquement, là, vous voyez, en 11.11, on a ajouté plein de nouvelles fonctionnalités, que ce soit la partie mobile security, que ce soit la partie botnet, que ce soit la partie network discovery ou autre, il faut forcément derrière qu'on ait des rapports et des remontées d'informations qui soient en cohérence avec ces fonctionnalités-là. C'est pour ça qu'on a une nouvelle version de dimension qui est la version 2.1. Donc sur la version 2.1, j'ai pris un certain nombre de rapports. La première, c'est le rapport d'audit. C'est une demande que l'on avait de nos clients où, où il fallait être capable de tracer un petit peu les utilisateurs dimension. Ce qu'ils allaient consulter comme page, ce qu'ils allaient faire comme modification ou autre. C'est maintenant possible avec le rapport d'audit qui est intégré dans Dimension 2.1. Autre nouveauté, c'est la partie anonymisation. Anonymisation des rapports. Vous avez certainement entendu parler de la fameuse loi européenne, la GDPR, le General Data Protection Regulation. Cette règle-là va nous obliger sous 2 ans, puisque pour l'instant c'est une loi européenne, donc qui dit loi européenne dit pour les pays européens une application sous 2 ans, une mise en place sous 2 ans. Cette règle-là va nous imposer de mettre en place une couche d'anonymisation sur tous les éléments permettant d'identifier clairement un utilisateur. D'accord. Donc remplacement des éléments d'identification, que ce soit l'adresse IP, que ce soit la MAC adresse ou encore par une chaîne de caractères. Donc ce sera la couche par défaut, c'est-à-dire qu'un utilisateur, j'ai envie de dire, lambda mais de dimension, se connectera pour voir un petit peu ce qui se passe. Il aura toujours des informations, mais il ne pourra plus clairement identifier un utilisateur ou une machine. Derrière, si vraiment il veut se faire sauter cette couche d'anonymisation, il faudra qu'il renseigne un autre compte. Alors soit il a lui les 2 comptes, ça n'a pas d'intérêt, soit c'est une personne tierce qui a accès au compte de super admin pour pouvoir lever cette couche d'anonymisation. D'accord. Enfin, dernier point de cette partie de cette présentation, c'est les nouveaux dashboards. Avant, tout ce qui était statistique par rapport au filtrage web, par rapport à la partie réputation, par rapport à la partie antivirus ou autre, était stocké localement sur le boîtier. Donc, et consultable soit depuis la console web, soit depuis le Firebox System Manager. On a maintenant possibilité d'envoyer ces informations-là sur le boîtier Dimension. Et par conséquent, j'ai possibilité d'avoir une remontée dans le temps, les statistiques pour savoir ce que fait le boîtier. C'est toujours bien d'avoir une visibilité pour vos clients.
Ok, certes, le client ne s'en rend pas forcément compte, mais je peux lui dire que le boîtier a fait X requêtes des sites web et il a bloqué X sites. De même pour la partie antivirus, la partie IPS, la partie APT, la partie botnet, réputation et la partie DLP. Donc maintenant, tous ces services liés aux différents briques de sécurité soumises à licence, on peut avoir les statistiques automatiquement dans Dimension. Donc pour ça, il faut basculer en Dimension 2.1. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation? Pas de questions a priori. C'est que j'ai été plutôt clair. Enfin, j'espère tout du moins avoir été clair. Donc encore une fois, si vous voulez des informations supplémentaires, ce webinaire donc du coup est enregistré. Il va être publié rapidement sur notre chaîne YouTube, donc il peut être revisualisé. Si vous avez des questions en parallèle sur des montées de version, des fonctionnalités ou autres, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur france@watchguard.com. C'est une adresse mail globale, donc j'ai accès à je reçois les mails, donc par conséquent derrière je peux vous répondre. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie encore une fois d'avoir assisté à ce webinaire et je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end avec un petit peu d'avance. Merci beaucoup. Au revoir.